Mesdames et messieurs, bonjour, ou peut-être bonsoir. Dans tout le cas, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Géopolitique. Géopolitique qui est une émission de décryptage de l'actualité internationale en dehors de la RADC, comment les équilibres mondiaux sont fonction de la géographie de chaque pays. Et dans cette émission, ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Georges Lemanou, qui est docteur en relations internationales, ancien étudiant de l'Université des Affaires étrangères de Chine, actuellement professeur de relations internationales à l'Université de Kinshasa, à l'Université officielle de Mbujimayi, dans la province du Kassai oriental, également à l'Université de Kisangani, dans la province de l'Atchopo. Il est aussi chercheur associé au Centre de recherche en sciences humaines, dénommé CRECH, et auteur de plusieurs publications sur la RDC, les États-Unis et la Chine. On parle cette fois-ci de la Chine et les États-Unis, également la RADC. Donc, un personnage clé. Et on démarre avec ces sujets connus de tout le monde. Vous savez que la République démocratique du Congo est en pourparlers avec les États-Unis pour la gestion de ses ressources humaines, ressources naturelles contre l'assistance sécuritaire des Américains. Comment la Chine se positionne dans cette guerre, justement, où la RDC, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est aujourd'hui une guerre qui se déporte de plus en plus vers l'Afrique, et notamment, particulièrement la République démocratique du Congo, que vous le savez, qui est une puissance minière à travers le monde, notamment avec ses minerais stratégiques, notamment le cobalt, le coltan, l'uranium, tout ce que vous connaissez, et le lithium également, des minerais critiques essentiels dans la transition énergétique du monde. Alors, pour en parler, je vous dis que je reçois un professeur qui est spécialiste justement en ces questions. Professeur, bonjour. Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, merci d'accepter notre invitation. Justement, avant de commencer, je vous propose justement cette séquence proposée par Géopolitique Télévision qui parle justement, et notamment, on a pris un aspect de la question, un aspect spécifique de ce sujet, de la négociation entre la RDC et les États-Unis, Kinshasa et Washington, se mettre d'accord, sont en train de se mettre d'accord, notamment pour la gestion de parcs nationaux, et c'est une question essentielle parce que nous sommes pendant en tout cas le siècle de changement climatique, et dont l'environnement est essentiel, la préservation de la biodiversité est essentielle pour la survie de l'humanité. On regarde et puis on revient juste après pour commencer l'émission. Qu'il s'agisse des salles politiques que de l'opinion publique, la déclaration de principe signée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington continue à cristalliser le débat, particulièrement au sujet des questions d'intérêt commun dont la coopération entre les deux pays s'impose. Contrairement à ce qui est répandu, ce document n'a nullement parlé d'abandon de souveraineté de la RDC ni de cogestion de ce minerai. Il s'agit plutôt d'une démarche logique de coopération régionale sur des ressources et des écosystèmes que la République démocratique du Congo partage déjà naturellement avec ses voisins, en particulier le Rwanda. Commençons par la gestion de parcs. Le parc national de Virunga en RDC et des volcans au Rwanda. Ils forment un massif forestier transfrontalier où les gorilles de montagne, espèces menacées et protégées, y vivent librement. Lors de conflits dans le Nord Kivu, notamment les attaques du M23 et le RDF, ce gorille traverse vers le Rwanda pour se mettre à l'abri. Comme cela a été documenté par plusieurs organisations non gouvernementales de conservation de la nature. La majorité de cette population animale est née et vit en RDC, mais leur migration est naturelle. C'est pourquoi une coopération transfrontalière existe déjà depuis plus de 10 ans sous le programme du Grand Virunga Transboundary Collaboration, incluant l'Ouganda également. Ces migrations sont naturelles et ne peuvent être contrôlées sans coopération régionale solide. Le Rwanda, malgré la taille minuscule de son parc de volcans, gagne chaque année plus de 25 millions de dollars américains grâce à l'écosystème autour de gorilles.
Il s'agit ici d'une gestion concertée d'un écosystème naturel partagé dans l'intérêt de tous, mais surtout dans l'intérêt de la RDC qui est le principal réservoir de la biodiversité de la région. Au sujet du parc de la Rouvoubou et Ruzizi, la région autour de la rivière Ruzizi qui fait frontière entre les deux pays, aussi avec le Burundi, est une zone humide riche en biodiversité, propice à une gestion écologique concertée. Et pour le gouvernement congolais, soutenir cette clause, c'est valoriser les richesses naturelles du pays, attirer des financements internationaux pour la protection de la nature et bâtir un autre pilier de développement en dehors de mines. Revenons cette fois-ci sur le volet énergétique. Ici, les deux pays sont déjà en projet conjoint sur la rivière Ruzizi, qui est une source d'énergie partagée entre la RDC, le Rwanda ainsi que le Burundi. Là, il y a des centrales hydroélectriques qui sont en activité, comme d'abord la Ruzizi 1, qui est gérée par la Société nationale d'électricité en RDC, Ruzizi 2, qui est un projet conjoint entre la RDC et le Rwanda, et Ruzizi 3, qui est en développement, relevant un projet régional soutenu par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, avec une capacité prévue de 147 MW. Son importance stratégique réside sur le fait que c'est une source d'électricité pour les trois pays qui sont en coopération via la CPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Au sujet de la gestion du lac Kivu, qui est une richesse à exploiter ensemble, le lac Kivu, entre Bukavu, Goma et Gizeni, Tiangungu, est un trésor partagé. Il contient une immense réserve de gaz méthane estimée à ce jour à 60 milliards de mètres cubes. Le Rwanda exploite déjà ce gaz via le projet Kivuat, alors que la RDC tarde à lancer ce projet. Dans le cadre de cette déclaration de principe, une coopération est envisagée, consistant par la mise en place de structures bilatérales pour l'exploitation commune du gaz avec investissement américain à la clé, comme le prévoit l'accord de Washington. Concernant les chaînes d'approvisionnement minier qui visent à renforcer la transparence, l'accord de Washington ne donne pas au Rwanda l'accès aux minerais congolais. Au contraire, ce document propose de sécuriser les chaînes de valeur minière pour empêcher la contrebande vers le Rwanda. Les États-Unis voudraient garantir une traçabilité de minerais stratégiques comme le coltan, le cobalt ou encore l'or à partir de la mine au produit fini. Cela permet de bloquer les blanchissements de minerais congolais par le Rwanda, une pratique souvent dénoncée par des rapports des Nations Unies. L'apport de cette démarche pour la RDC est qu'elle instaure une meilleure gouvernance minière en mettant un terme au pillage via des circuits illégaux tout en favorisant un accès à des marchés premium. Pour le gouvernement congolais, les ressources naturelles ne connaissent pas de frontières, surtout dans l'Est. La stabilité économique dépend aussi de la stabilité écologique et énergétique régionale. Avec l'appui des États-Unis, il est possible de sécuriser le minerai, d'attirer des gros investissements comme Cobalt Metal, soutenu par le milliardaire Bill Gates et John Bezos, et de sortir du piège de la guerre permanente. Ce partenariat ne devrait pas être compris ni comme une cogestion minière, ni une faiblesse politique de la RDC. Il s'agit plutôt de réalignements stratégiques dans lesquels le pays conserve sa pleine souveraineté, tout en obligeant le Rwanda à respecter des règles claires et transparentes. De suivre ce mini-documentaire préparé par Géopolitique Télévision. Professeur, vous avez compris au moins les enjeux de ce partenariat en vie entre la RADC et les États-Unis. Et c'est justement pour contextualiser notre échange. Et comment voyez-vous en tant que scientifique cet accord, juste une petite parenthèse, parce qu'on parle cette fois-ci de comment la Chine se positionne justement après que la RDC ait signé cet accord, si jamais il est signé à un certain moment. Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Ce que je vois, c'est que ce n'est pas une nouvelle chose. On a déjà eu un tel accord avec le Rwanda. Vous vous rappellerez qu'au début du mandat du président Félix Tshisekedi, il y a eu un rapprochement en termes de coopération économique justement avec le Rwanda.
Et d'ailleurs, au mois d'avril 2019, au mois de mai, il y a eu une signature d'un partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC justement pour encourager la sécurité dans la région des Grands Lacs, pour ramener la paix. Et cela participait dans l'effort de rapprochement avec le Rwanda pour dire faisons la paix. Et cela tombe en tout cas dans les oreilles de tout observateur averti. Les États-Unis, en tant que fédération d'États, croient fermement à l'intégration comme mode de pacification. Donc, l'intégration, que ce soit économique ou commerciale, pour aller distinguer paix, aboutir à la paix. Et donc, aujourd'hui, des années après, avec la résurgence du M23, du conflit à l'Est, que les États-Unis encouragent le Rwanda et le Congo à signer cet accord, cette déclaration de principe, on va le dire, est une bonne chose, mais pourvu que ça retourne la confiance entre les acteurs. Je crois que c'est vers là que les observateurs attendent de voir, parce que la déclaration de principe, y compris ce que dit le mini-documentaire que vous avez préparé avec raison, qui revient sur le point sur lequel cette coopération pourrait être approfondie, bien entendu, ne peut que profiter aux deux pays. Parce que la déclaration de principe en soi revient en premier lieu sur la légitimation de la souveraineté de la RDC, mais aussi sur la cessation des hostilités, le respect de cessez-le-feu. Et la troisième composante, c'est justement le point sur lequel vont porter cette coopération-là entre à la fois les États-Unis, le Rwanda, le Congo et d'autres pays qui œuvrent dans la région. Est-ce que cette déclaration de principe va retourner la confiance entre le Congo et le Rwanda, qui avait déjà initié cette coopération dès 2019? Moi, ma formation me prêche la prudence, et donc voyons voir le déroulement de choses pour voir si cela va nous mener à la paix ou non. Voilà pour ce petit commentaire autour de cet accord. Professeur, on revient maintenant dans le vif du sujet. Comment la République populaire de Chine va devoir se positionner dans ce nouvel ordre mondial? C'est même le thème de cet entretien. Et parce que la Chine, on sait que c'est le premier partenaire de la République démocratique du Congo, rien qu'en 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays s'élevaient jusqu'à plus de 12 milliards de dollars. Et aujourd'hui, avec les États-Unis, ils veulent renverser justement cette tendance, parce qu'avec les États-Unis, on est autour de 300 millions de dollars par an. Comment la Chine va s'y prendre finalement? Parce que c'est la Chine quand même qui gère nos mines en termes d'investissement. De ce point de vue, il y a trois éléments à indiquer du point de vue de relations internationales. Ce rapprochement entre la RDC et les États-Unis se déroule dans un contexte de compétition. Compétition de puissance, c'est-à-dire compétition au niveau systémique entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi il y a compétition? Ça, c'est le premier élément. C'est parce que les deux puissances, les deux pays sont en train de chercher simultanément les mêmes choses. Leur envie de promouvoir les intérêts de sécurité à la fois, mais aussi les intérêts du en termes d'idéologie, en termes de développement et en termes de valeurs à travers le monde, le conduisent quelquefois à cet accrochage. La compétition n'a pas commencé avec les États-Unis et la Chine. Quand vous suivrez, vous regardez attentivement votre émission sur la géopolitique, l'histoire du monde de 1500 jusqu'à ce jour et même avant, vous voyez que les puissances, comme Paul Kennedy l'avait dit, montent et descendent. Et ainsi va la vie. Les relations internationales aussi entre la guerre et la paix, et les compétitions, ça va et ça vient. Et à ce jour, cette compétition entre la Chine et les États-Unis se déroule dans ce que j'appelle les métaux, dans le domaine des métaux rares, parce qu'il y a d'autres domaines à travers lesquels ces deux pays sont en train de coopérer. Justement, notamment dans tout ce qui concerne les intérêts communs de l'humanité,
le réchauffement climatique, la lutte contre les inégalités, le terrorisme, et ainsi de suite. Et donc, les rapprochements s'opèrent dans le contexte de la compétition. Ça, c'est le contexte systémique. Le deuxième élément, deuxième point, peut-être le plus important, c'est que la Chine est déjà au Congo et un peu partout en Afrique. Premier pays partenaire économique et commercial de la RDC depuis bientôt 20 ans. Nous savons que, et tout le Congolais, tout le monde, même les Américains le savent, que la stabilité économique qu'il y a au Congo aujourd'hui provient justement du rapprochement chinois ou des investissements chinois ici au Congo. D'ailleurs, au-delà des investissements, tout ce qui est produit au Congo, peut-être à 90%, ça est vendu ou acheté par les Chinois. Tout ce qui est produit au Congo, y compris par les Occidentaux, ainsi de suite. Et donc, cet élément-là, ces rapprochements, c'est vraiment un constat important à souligner. Et le troisième élément, c'est que les Chinois, comme les Américains, savent que le Congo est un pays indépendant. Et donc, que pense le Chinois? Les Chinois savent que parmi les principes de politique étrangère de la RDC, il y a l'ouverture au monde. Et donc, nous avons plein droit de tisser des relations de coopération qui sont des relations de coordination politique à la fois avec les Chinois, avec les Américains, avec les Européens, pourvu que nous soyons capables de mettre tout le monde à l'aise. C'est ça peut-être le plus grand problème. Au lieu de chercher à savoir que pense le Chinois, on devrait davantage chercher à comprendre est-ce que nous sommes bien équipés pour gérer cette relation très dangereuse qu'est la compétition entre la Chine et les États-Unis dans notre pays. Bon, parce que malheureusement on n'a pas pu retrouver cet entretien, sinon il y a quelques temps, lors de l'inauguration de l'ambassade de Chine, nous avons diffusé un reportage ici où l'ambassadeur chinois a déclaré ouvertement que la Chine n'avait pas peur des États-Unis au Congo et la Chine devrait continuer à investir, même s'il faut encore davantage renforcer leur présence en RDC. Ça devait être le cas, pourvu que la Chine maintienne sa position au Congo. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité qu'il y ait affrontement entre les deux pays, en tout cas sur le plan commercial, comme on le voit à travers le monde, entre les deux pays? Il y a déjà affrontement entre les deux pays dans notre pays et en Afrique. Ça ce n'est pas un secret. Vous êtes bien informés. Vous savez que quand les accords qui ont abouti à la CICOMIN ont été signés, la Convention de collaboration de 2008, les États-Unis et même l'Union européenne avaient demandé pas l'annulation au départ, mais la révision de... Avant, à la signature, que tout le monde avait décrié la rénociation. Voilà, ils avaient dénoncé les contrats sont inégaux, ainsi de suite. Mais à la fin, ce n'est pas parce que ce pays-là aime le Congo plus que le Congolais, mais parce qu'ils ne voulaient pas qu'un challenger, une autre grande puissance avec un système politique différent que le leur, entre au Congo. Mais plus tard, récemment en 2023, l'IGF, après la publication du communiqué de l'IGF sur l'inspection générale de finances. Voilà. Vous avez vu que l'ambassadeur Hammer, à l'époque ici à Kinshasa, avait publié des tweets pour dire que les États-Unis soutenaient la renégociation. Et derrière, il y a Africa Intelligence qui a publié des articles pour dire que les États-Unis avaient encouragé l'annulation pure et simple de ce contrat-là. Donc, il y a compétition entre ces deux pays dans notre pays. Ce n'est pas un secret. Peut-être à ce jour, et pour faire le lien avec les rapprochements en cours entre les Congo et les États-Unis, le problème, c'est peut-être nous. Est-ce que, quand nous avons inauguré ou signé ces accords avec la Chine ou avec les États-Unis, est-ce que nous les avons intégrés dans une planification à long terme de notre propre développement? Peut-être c'est ça le problème. Oui, la Chine n'a pas peur, ça c'est connu, même les Américains le savent. La Chine n'a pas peur des États-Unis. J'étais encore étudiant à Huazhang à l'époque, à l'Institut des Affaires étrangères de Chine, que vous avez fait mention tout à l'heure. Donald Trump est arrivé en Chine et puis après, fin 2017, après il est rentré aux États-Unis et il a lancé les guerres économiques et commerciales contre la Chine. Et jusqu'à ce jour, près de 8 ans après,
la guerre économique et commerciale continue entre les deux pays. La Chine est très bien préparée. C'est quand même un pays qui est là depuis 220 avant Jésus-Christ. Les États-Unis sont indépendants depuis 1776. Et en termes de présence, en tout cas géographique, et d'ancrage dans le monde, je crois que la Chine est un pays qui investit dans les temps longs. Et donc la Chine s'est bien préparée. Après un siècle d'humiliation, la Chine est revenue. La Chine n'émergeait pas. C'est peut-être ça la différence pour aider nos étudiants. La Chine n'émergeait pas et le retourne pour récupérer sa puissance, de première puissance économique dans le monde. Parce que rappelez-vous, il y a 800-900 ans, quand l'Empire ottoman prend Constantinople, cassant la dynamique d'échange qui était en ce moment-là, qui liait l'Est à l'Europe occidentale, c'est en ce moment-là que les Européens commencent l'épopée d'expéditions pour aller retrouver les épices dans les Indes et en Chine. Donc c'était quand même de grands pays, de grandes puissances économiques et commerciales qui, à ce jour, après les temps de colonisation, d'humiliation, reviennent pour revendiquer les puissants des leaders dans le monde. Et donc la Chine, je confirme que la Chine n'a pas peur des États-Unis. Et c'est nous, en réalité, qui devrions avoir peur de voir cette compétition dans notre propre pays, dans ce pays où il y a une telle fragilité en termes d'instabilité politique et une stagnation politique comme le Congo. Je ne sais pas si nous sommes bien préparés pour mener à bien cette compétition dans notre propre pays. Alors, on vous voit, vous êtes allé un peu refaire un peu l'histoire de la puissance chinoise qui est de retour. Aujourd'hui, on sait que la Chine est la deuxième puissance économique du monde, derrière les États-Unis, mais on donne à la Chine pas minimum au moins jusqu'à 2050 pour rejoindre les États-Unis en termes de puissance. Les États-Unis est une première puissance technologique dans surtout beaucoup de plans. La Chine fait du chemin avec leur politique d'objectif 2030. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que nous voyons, tout ce que vous venez de décrire aujourd'hui, et que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis risque de basculer finalement avec la présence, en tout cas en perspective des Américains sur les continents, quand on sait déjà qu'en 2000, les États-Unis, rien qu'en 2025, les États-Unis en termes d'importation, ils sont à autour de 401 milliards de dollars américains. En réalité, il y a deux éléments à distinguer à ces niveaux. Le premier élément, c'est que oui, les États-Unis sont jusqu'à ce jour la première puissance économique en termes de PIB. PIB, produit intérieur brut, c'est de 23 000 milliards l'année 2024. Mais en termes de pouvoir, de parité, la Chine est la première puissance économique mondiale et c'est le FMI qui le dit depuis 2014 jusqu'à ce jour. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément plutôt. Et aussi, il faut noter que jusqu'à ce jour, la Chine a, à ce jour, en termes commerciaux, est le leader ou le partenaire commercial de plus de 140 pays à travers le monde, contribuant ainsi à plus de 30% de la croissance économique mondiale. En d'autres termes, avec 750 différents produits de vente à travers le monde, si la Chine s'écroule à ce jour, des pays comme le Congo et même plusieurs pays européens vont s'écrouler économiquement. Donc, la Chine, c'est un pays qui a beaucoup travaillé avant, qui était en vase clos. Vous connaissez l'histoire chinoise, depuis l'élite de Mao jusqu'à sa mort en 76. La fameuse autarcie. Exactement, jusqu'à 76. Et quand Deng Xiaoping prend le pouvoir en 1978, il y a l'ouverture économique, les politiques d'ouverture qui ont conduit à la croissance que nous avons jusqu'à ce jour. Mais vous avez évoqué ou fait mention de l'objectif 2050. Cet objectif-là se rapporte pas par rapport aux États-Unis, qu'ils ont déjà, à mon sens, dépassé, mais c'est par rapport au siècle d'humiliation. Qu'est-ce que le siècle d'humiliation? La Chine, depuis l'an 1 jusqu'à 1820, a toujours été la première puissance économique et commerciale du monde avec l'Inde. Et qu'est-ce qui se passe en 1820? Les Anglais,
qui s'industrialisent au XVIe siècle produisent beaucoup d'opium et viennent imposer la consommation en Asie, en Chine, en Inde, ainsi de suite. Et les Chinois seront battus dans ces guerres de libéralisation parce que les Anglais disent qu'il faut vendre l'opium, qu'il faut que les Chinois consomment l'opium. Et quand ils sont battus, vers les années 1910-1911, la Chine n'est plus une dynastie, la Chine devient contrainte d'être une république. Et donc, depuis 1820 jusqu'à 1949, le Chinois considère ça comme un siècle d'humiliation où la Chine était, en tout cas, réduite au sens d'un pays semi-colonisé. Et donc, depuis la victoire communiste de Mao Zedong en 1949, le Chinois travaille pour effacer les siècles d'humiliation. C'est ça la symbolique de 1949, pour dire nous voulons redevenir ce pays qui était la grande puissance économique mondiale avant 1820, avant l'arrivée des Anglais. Est-ce qu'ils vont réussir ça? Est-ce que c'est par rapport aux États-Unis qu'ils le font? Et là, je vais vous raconter une petite histoire. La Chine, à mon sens, ne le fait pas à cause des États-Unis d'Amérique. La Chine le fait pour raison historique. Parce que la Chine, avant les épopées de Deng Cao, ainsi de suite ici, les Chinois avaient déjà fait 7 fois le monde sans coloniser. Et ça, je ne fais pas l'apologie de la Chine, mais nous tombons souvent dans les analyses avec des lunettes occidentales. Pour des gens qui connaissent la société chinoise ou les Asiatiques en général, ils savent que ce sont des gens qui travaillent sur le temps long. Ils ont un sens historique très avancé. Il suffit de visiter. Moi, j'ai échangé avec des compatriotes qui ont accompagné le président de la République. Ils reviennent tous avec d'autres déclarations. Les Chinois les font avec leurs propres logiques. C'est comme ça qu'ils sont en train de promouvoir à ce jour une coopération qu'ils appellent gagnant-gagnant. Même quand ce n'est pas gagnant-gagnant, mais quand même les gens se retrouvent. Ils ont lancé le projet Route de la Soie. C'est toujours pour diversifier, parce qu'aujourd'hui, ils sont contraints de compétir. Je rappelle, ce projet Route de la Soie, c'est un projet piloté personnellement par le président Xi Jinping, qui étend de routes un peu partout à travers le monde pour justement faciliter renforcer les échanges commerciaux entre les nations. Et ça s'étend jusqu'en Europe, et c'est ça en train de venir vers l'Europe occidentale. Exactement. C'est-à-dire, les Chinois, ils sont en train de contourner la compétition, mais ils sont dans ces dilemmes-là, ils ne peuvent pas échapper. Au lieu de se laisser entre les mains des grandes puissances, rentrer dans la compétition, dans cette logique, dans cette tragédie de compétition entre les grandes puissances, ils essaient de diversifier en faisant cette promotion-là de coopération sud-sud, et qu'on le conteste à ce jour, mais ils sont au cœur de cette compétition avec les États-Unis, même avec les logiques les propres logiques, mais ils sont dedans. Donc la Chine le fait pour ses propres raisons, et non par rapport aux États-Unis, mais par rapport à cette compétition-là, c'est au Congo de chercher à tirer ses propres bénéfices. C'est au Congo de chercher à intégrer tout ce qu'il fait avec les États-Unis et la Chine dans sa propre planification de développement. Alors, on vous a suivi, à donner presque un peu le cours aux étudiants et à des chercheurs qui nous suivent, et peut-être leur rappeler l'histoire de la Chine, mais dans les faits, en 2023 déjà, la Chine avait un PIB estimé à 17 billions de dollars américains, pendant que les Américains sont à presque 30 billions. Comment expliquez-vous que la Chine puisse travailler aujourd'hui pour rattraper son retard? On connaît tout le projet de développement que la Chine a investi et sur lequel la Chine travaille depuis la Renaissance chinoise. Et avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, avec ces revirements de la situation où la guerre n'est plus la guerre froide comme c'était à l'époque avec les Russes, maintenant ça devient une guerre commerciale. Donald Trump impose le taux d'imposition, excusez la redondance, le taux d'imposition allant jusqu'à 50% pour certaines matières venant de Chine. Est-ce que vous pensez que la Chine a encore beaucoup de marge de manœuvre pour rebondir? D'autant plus qu'elle consomme beaucoup, elle produit beaucoup, et elle ne peut pas consommer tout, elle doit vendre aux États-Unis, qui ont quand même des devises. Exactement, vous avez parfaitement raison, mais là je signale quand même que vous avez
comparer les PIB, produit intérieur brut chinois, avec l'indice de pouvoir de parité américain. Donc ce n'est pas la même chose. Mais le plus important en termes de données économiques, la Chine est jusqu'à ce jour en retard en termes de pouvoir, en termes de PIB face aux États-Unis à cause de la démographie. Vous savez, vous êtes sans ignorer que la Chine a 1,5 milliard et demi, ou 1 milliard 1 milliard 400 millions d'habitants, c'est-à-dire, peu importe sa richesse nationale, quand vous divisez par 1 milliard d'habitants, la Chine se voit contre le 340 millions des Américains. Exactement. La Chine se voit en second degré, et ça, c'est tout simplement parce que la Chine a une puissance démographique à nul autre pareil, peut-être avec l'Inde. Qui attend d'être en ballottage même avec l'Inde. Exactement. Est-ce que la Chine a des marges de manœuvre? Là, il y a 2 leçons, principalement pour le Congo. La première leçon, c'est que la Chine, et par rapport aussi à la guerre avec les États-Unis, le droit de douane, c'est que la Chine aujourd'hui, parce que le produit, elle a éduqué sa population, elle a maîtrisé ses outils de planification, la Chine est en train de vendre aux pays de l'ASEAN, donc tous les pays qui sont en Asie du Sud là-bas, ils sont en train de vendre, et comme ils sont moins taxés par les États-Unis, la Chine se retrouve dans ce sens-là. Voyez-vous, depuis que Donald Trump a lancé les guerres d'opium à la Chine en 2018, les guerres commerciales. Les guerres commerciales plutôt, à la Chine en 2018, Vietnam est devenu le premier partenaire économique américain, mais qui vend au Vietnam? Ce sont les Chinois qui produisent au Vietnam. Ce sont les Chinois qui produisent en Thaïlande. Ce sont les Chinois qui produisent dans tous ces pays-là, y compris Singapour, Malaisie, et ainsi de suite. Ça, c'est un élément de taille. Est-ce que la Chine a des marges de manœuvre? Oui. La Chine aujourd'hui n'est plus gourmande en termes de ressources, même si elle va continuer au Congo, parce qu'elle a injecté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on parle de plus de 20 milliards d'investissements. C'est quand vous comparez les investissements publics avec les investissements privés, nous sommes au-delà de 20 milliards d'investissements. Mais la Chine n'est plus gourmande en termes de ressources, et ça, c'est un élément très important pour le Congo de le comprendre. La Chine est en train de substituer le commerce électronique, digital economy, avec la croissance qui viendrait ici des investissements intensifs dans les mines, comme ça a été le cas, on l'a vu ici en Angola, au Congo et dans d'autres pays. Est-ce que la Chine a des marges de manœuvre? Oui, la Chine a beaucoup innové. Si l'on parle du côté occidental américain, de Google, Facebook, Amazon, ainsi de suite, en Chine, vous avez les mêmes agrégats. Vous avez Alibaba, vous avez Xiaomi, vous avez Huawei, et toutes ces technologies-là contribuent à la croissance économique chinoise. Et jusqu'à ce jour, vous savez que la Chine est l'une des rares grandes puissances au monde, avec plus de 6% de croissance économique chaque année. Donc le pronostic est sur l'écroulement chinois qui viendrait de sa lenteur économique ou de sa décroissance. C'est encore un pronostic qui ne s'avère pas vrai jusqu'à ce jour. Et moi, je parie sur le fait que la Chine, c'est comme une société, un directoire politique qui est champion en termes de réforme. Et ça, c'est très important pour l'économie mondiale, parce qu'à ce jour, si la Chine s'écroule, c'est le monde qui va en récession. Alors, vous avez rappelé ici que la doctrine diplomatique de la République démocratique du Congo, c'est justement l'ouverture au monde, et ça se vérifierait déjà avec l'État indépendant du Congo, alors que nous n'étions pas encore même indépendants, mais la RDC était déjà ouverte au monde, le Congo belge, où l'État indépendant du Congo était déjà ouvert au monde. Donc c'est une politique qui se maintient aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça que vous comprenez du fait que la RDC, qui travaillait déjà avec la Chine comme partenaire principal, privilégié, on va dire comme ça, et que ce pays-là se trouve directement parti c'est laissé entre les mains des Américains, si on peut se permettre l'expression? Non, mais à ce niveau-là, je vais dire des choses, encore des choses. La première chose, c'est que la Chine n'a pas acheté la RDC.
même les Chinois, ils le savent, ça il faut insister, le Congo n'appartient pas à la Chine. Et d'ailleurs, la deuxième chose, c'est que les États-Unis et la Chine n'ont pas toujours été à couteau tiré. Même quand la Chine est devenue un pays semi-colonisé, comme je l'ai dit, à travers les guerres d'opium, les États-Unis étaient du côté chinois. Ça, c'est quand même des indications historiques importantes. Et au départ, quand le Congo devient indépendant, la Chine envoie à Lumumba, à travers Zhou Enlai, le premier ministre chinois de l'époque, une lettre pour féliciter le gouvernement Lumumba, saluer sa bravoure et éventuellement faire la demande d'échange d'ambassadeurs. Et vous savez, à l'époque, l'instabilité politique fait en sorte que la coopération ne soit pas approfondie, parce que Lumumba sera assassiné, la Chine qui soutenait les pro-lumumbistes, quand Gizenga revient en 62 et quitte Kisangani pour rejoindre le gouvernement central ici à Kinshasa, le gouvernement central qui était en relation diplomatique avec Taïwan à l'époque, la Chine continentale s'est retirée du Congo. Et donc de 61-62 jusqu'à 71, le Congo n'était pas en relation diplomatique avec la Chine continentale. Mais qu'est-ce qui se passe en 1972? Les États-Unis se rapprochent de la Chine. C'est comme ça que vous voyez Mobutu aller voir Mao Zedong, et depuis qu'il l'a rencontré, c'est à partir de ce moment-là que Mobutu va lancer l'authenticité, va lancer tout ce que nous avons connu. Mobutu a visité la Chine plus de 5 fois, et vous avez tout ce qu'il y a ici. Ça veut dire que à tout moment, comme je l'ai dit, les relations internationales oscillent entre la guerre et la paix, les relations internationales oscillent entre la coopération et le conflit. Les États-Unis et la Chine peuvent à tout moment parler le même langage. Et donc, c'est au Congo de chercher, en diversifiant ses partenaires, d'inscrire cela dans sa programmation de développement, dans sa planification de développement. Aussi longtemps que le Congo ne saura pas faire cela. Parce que regardez ce qui se passe en Angola, un autre exemple. Le corridor de Lobito, par exemple. On va y revenir. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Donc, ça veut dire que le Congo, peu importe ce que le Congo fera, il est inutile à ce jour d'opposer les États-Unis à la Chine ici en RDC. Il faut trouver des mécanismes pour mettre chacun à l'aise dans ce qu'il fait. Voilà, surtout qu'il s'agit de relations internationales basées sur les intérêts de chaque partie. Ouais. Et alors, aujourd'hui, avant d'aborder les aspects purement économiques, comme on est déjà, on y est d'ailleurs déjà, je vais qu'on termine avec cette question sur le plan politique. La Chine, sa politique étrangère, c'est le non-interventionnisme. Donc la Chine ne s'intéresse pas à ce qui s'est fait dans les pays des autres. La Chine fait les affaires, elle rentre, elle prend ses bénéfices et elle part. Est-ce que ce n'est pas ça qui a un tout petit peu agacé la RDC, qui travaille pourtant avec les Chinois, qui nous fournissent, selon certaines données, des drones militaires, et finalement, ce sont des drones, selon certaines légendes, on donne les destructeurs de ces drones justement au Rwanda et d'autres pays qui agressent ou soit à des rébellions. Est-ce que ce n'est pas justement cette politique de la Chine de se baser rien que sur le business et qui justifie justement du fait qu'on sait, vous avez déjà répondu, que les Congo n'appartenaient pas à la Chine et que la RDC puisse faire aussi confiance aux Américains, dont on sait que par moments les relations n'ont pas toujours été tendres depuis l'histoire. J'ai toujours dit, et ça c'est une question très importante, j'ai toujours dit que nous ne pouvons pas, il y a des émissions qui sont en ligne, nous ne pouvons pas trouver solution à la question de l'Est sans les États-Unis. Les États-Unis étaient au début de cette situation-là avec les génocides rwandais, et avec tout ce qui s'est passé l'entrée de l'AFDEL, nous ne pouvons pas à ce jour solutionner ce dossier sans les États-Unis. Ça, c'est le premier élément, qui est un fait probant, tous les États-majors le disent. Mais au même moment, la Chine, oui. Est-ce que nous avons signé un accord de défense ou d'alliance mutuelle avec la Chine pour condamner, au cas où la Chine vendrait des missiles anti-drones au Rwandais? Quand est-ce que le Rwanda a acheté, ainsi de suite? Nous ne pouvons pas répondre objectivement à ce genre de questions. Parce que je parle de légende.
Il faut seulement, oui, mais tout à fait possible. Moi, je suis informé qu'il y a des sociétés chinoises qui sont installées parfois au Canada, aux États-Unis même, en Europe, même en Chine, qui vendent, qui fabriquent les systèmes de défense, des armes, dont les États africains s'approvisionnent. Et donc ça, c'est tout à fait conforme au principe de relations internationales qui voudrait que le rapport entre les États se fasse sur base des intérêts. Et donc, la Chine, est-ce que son principe de politique étrangère, de non-immixtion dans les affaires intérieures des États, est bon ou mauvais? Ça, c'est aux Chinois de répondre. Ça, c'est par rapport à leur crédibilité stratégique. Est-ce que cela ne justifie pas justement l'agacement de la RDC, entre guillemets, de pouvoir... La RDC ne devrait pas être agacée, justement. Voyez-vous, au mois d'avril 2019, la RDC avait signé un partenariat stratégique de sécurité avec les États-Unis. Vous voyez? Même ce qui se dit à ce jour sur les minéraux, sur la paix, sur la sécurité, ce n'est pas un fait nouveau. Les États-Unis ont accompagné le Congo depuis l'État indépendant du Congo. C'est quand même le premier pays à avoir reconnu l'existence de l'État indépendant du Congo. Les États-Unis sont avec nous depuis le gouverneur de Mobutu jusqu'à Mouzé Kabila. Mais est-ce que la situation de l'Est a trouvé solution? Non. Mais en même temps, vous dites que sans les États-Unis, sans les Américains, on ne trouverait pas non plus la solution. Là, je vais Comment tout expliquer simplement... cette contradiction? Je suis en train de le dire justement avec raison, parce que je responsabilise la classe politique congolaise depuis le début. Je dis que le problème du Congo, c'est notre problème. Ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Américains. Regardez ce qui s'est passé. Nous avons vu que le Congo a initié les deals minéraux pour la paix. Mais au finish, on a l'impression jusqu'à ce jour, oui, il y a un accord de principe qui a été signé, une déclaration de principe, mais on a l'impression aujourd'hui qu'au lieu d'être un accord bilatéral, nous sommes en face d'un accord régional. Mais cela, tous les observateurs avertis, y compris moi-même, savent que l'approche américaine au Congo a toujours été régionale. Les États-Unis ont toujours considéré le Congo comme un pays solution pour la région. Et nous, le Congo, en proposant un accord minéraux-ressources, il fallait travailler sur la réplique américaine pour ne pas être surpris. Maintenant, nous avons le Rwanda et les commentaires sont dans tous les sens. Est-ce que nous ne sommes pas, les Américains ne sont pas aujourd'hui en train de nous imposer la co-gestion de nos ressources? Et j'ai lu le malaise, même dans les documentaires, la déclaration, le discours de Madame la ministre des Affaires étrangères. Vous voyez qu'il y avait un malaise. Mais ça, ce sont les états-majors. Est-ce que quand nous discutons accord stratégique avec nos partenaires, est-ce que nous faisons l'histoire? Est-ce que nous comprenons les logiques? Parce que ces États-là, que ce soit les démocrates, les républicains, il y a continuité de la politique étrangère américaine qui est là. Parce qu'il y a des institutions qui sont là, qui continuent. Peu importe ce que Trump voudra faire, et peu importe ce que les démocrates voudront faire. Il y a les intérêts américains, la position américaine qui voudrait que le Congo soit le pays fédérateur, l'État pivot en Afrique, la paix en Afrique centrale partirait du Congo. Pourquoi on n'a pas tenu compte de ce genre d'impératif avant de proposer cet accord? C'est comme ça que vous voyez, quand on va arriver dos au mur, on va dire non, les États-Unis ne nous ont pas aidés. Non. Il faut que nous puissions nous aider nous-mêmes. Et qu'est-ce qui aurait dû être fait finalement? Mais depuis le début, il fallait proposer un deal régional parce que l'enjeu pour le Congo, et peut-être ça, c'est sa plus grande faiblesse, c'est de ne pas jusqu'à ce jour intégrer les nécessités géopolitiques et géostratégiques de ses voisins. Nous avons 9 voisins. Il fallait, parce que souvent nous sommes étonnés, non, les Rwandais sont à Brazzaville. Qu'est-ce que nous avons offert aux Brazzavillois pour qu'ils n'invitent pas le Rwandais? Les Rwandais sont en Centrafrique. Qu'est-ce que nous avons offert en termes d'anticipation, en termes de politique prospective? Parce que nous n'avons pas, dans cette recherche de paix, dans cette surenchère que nous avons fait, nous n'avons pas accompagné la position diplomatique et peut-être médiatique congolaise d'un projet politique clair pour la pacification de la région. Et donc, tout ce qu'il fallait faire, y compris avec les États-Unis, c'est de dire, voici l'offre congolaise de paix,
mais aussi de développement régional. Et c'est ce que nous a manqué jusque-là. Bon, c'est ce qu'il faut vérifier parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Je rappelle qu'il n'y avait pas encore d'accord entre les deux pays. Les pourparlers se poursuivraient entre les états-majors de Kinshasa et de Kigali pour tenter de trouver une solution. Notre objectif, c'est d'analyser justement la posture de notre premier partenaire commercial, la deuxième puissance économique du monde, la Chine. Et aujourd'hui, la RDC, comme c'est cet aspect économique, la RDC, on parle qu'à un moment, c'est un scandale géologique avec tout ce qu'il y a comme minerai stratégique et le minerai que nous échangeons contre la paix, et en échange de la paix plutôt. Comment est-ce que la RDC doit s'y prendre cette fois-ci pour gérer ces deux partenaires, les États-Unis et la Chine, dans ce contexte de crise, dans ce contexte d'instabilité dans la région dans la région de Grand Lac, à laquelle nous appartenons? La RDC, ça c'est la question la plus difficile. Je crois que tout le monde réfléchit en ce moment sur ça. Mais pour moi, la RDC doit redevenir un État. On ne peut pas promouvoir la paix quand on n'est pas un État. À ce jour, moi je suis enseignant, je dis aux étudiants que nous sommes devenus une stagnation politique. Et une stagnation politique ne peut pas être réformée. C'est comme ça que vous voyez, on pensait que c'était Mobutu le problème, Mobutu est parti, l'AFDEL est venu, c'est la même chose. Le président Kabila a fait tous les temps qu'il a fait, il est parti, le président Tshisekedi, et nous avons l'impression que les problèmes restent les mêmes. Nous sommes devenus une stagnation politique. Et il faut cesser d'être une stagnation politique. Il faut être un État. Nous ne sommes pas les seuls pays au monde avec les ressources telles que nous les citons ici. Regardez la relation, ou bien les relations entre les États-Unis et la Chine en Afrique et un peu partout ici. La Chine est dans tous les pays africains, ça nous le savons. La Chine a annuellement près de 300 milliards de commerce avec les pays africains. Oui, effectivement. Et donc, tous les pays africains, le Kenya, l'Égypte, tous ces pays-là, ils sont au même moment avec les Américains et avec le Chinois. Y compris l'Angola, notre voisin, y compris le Rwanda, dont il est question aujourd'hui, y compris l'Ouganda, et ainsi de suite. Pourquoi là-bas, ça fonctionne? Et chez nous, on a l'impression qu'il faut les opposer. C'est parce que nous ne sommes pas un État. Nous sommes devenus une stagnation politique. Nous sommes devenus dans une situation de vassalisation d'État. Il y a des groupes d'intérêts qui ont pris en otage l'État. Et cela ne peut pas profiter, ne peut pas nous donner les marges de manœuvre. Ça, il faut se le dire clairement. Ne peut pas nous donner les marges de manœuvre pour gérer la compétition des grandes puissances. Parce que pour le gérer, il faut des institutions fortes, pas les individus. Il faut qu'à ce jour, que l'on débatte sérieusement sur des questions d'intérêt national. Par exemple, à ce jour, nous voulons la paix. On a l'impression aujourd'hui, par exemple, que l'accord minéraire contre la paix, c'est le problème le plus important. Peut-être. Nos deux territoires, nos deux provinces sont aujourd'hui occupés par des forces étrangères. Oui, c'est un dossier préoccupant. Mais peut-être ce n'est pas le dossier le plus important du Congo. Le développement des mers, un dossier le plus important. Et comment nous marions la paix et le développement? Parce qu'opposer la Chine et les États-Unis dans notre propre pays, c'est un peu comme opposer la paix au développement. Non. Il faut que nous puissions planifier notre développement. Dommage que notre planification soit de 5 ans. Ça, c'est encore un autre problème. Il faut une planification de développement à long terme. Donc, il faut intègre un projet de développement sur 10 ans, sur 20 Exactement. ans. Pourquoi passer 20 ans? Pourquoi passer 25 ans? C'est ce que tous les pays du monde font. Et comme ça, nous intégrons ce que nous voulons faire dans ce projet. Non, ça, pour trouver la paix avec le Rwandais, est-ce que les États-Unis peuvent nous aider? Faisons avec eux. Parce que regardez, on parle de minéraux. Qui produisent les minéraux dont les Américains vont venir acheter? C'est une question peut-être que les gens ne se posent pas jusqu'à ce jour. Les mines, ça demande beaucoup d'argent pour les exploiter. Les Chinois ont mis l'argent depuis 2008, près de 20 ans plus tard, et les Chinois n'ont pas encore récupéré ce qu'ils ont mis. C'est peut-être pour ça qu'ils sont là. On ne sait jamais, peut-être quand ils auront récupéré leur argent, ils vont partir. Voyez-vous? Et les Américains aujourd'hui
pensez-vous que les Américains vont venir injecter des milliards de dollars dans une région à conflit, une région telle que celle que nous avons là, pour l'amour des Congolais? Non. Pourquoi pas peut-être produire nous-mêmes les minéraux que l'on vendrait aux Américains? Parce qu'ils en ont besoin. Vous voyez, c'est la question de planification de notre propre développement. Et donc, c'est une situation préoccupante, la guerre, mais qui n'est pas une fin en soi. Et sans planification, une globale de développement, le Congo ne peut pas s'en sortir. On tend vers la fin de cet entretien, professeur. Alors, je voulais qu'on revienne sur le projet de développement justement américain dans la sous-région et particulièrement en République démocratique du Congo. On parle aussi des projets chinois, on a parlé de la route de la Shoah, on a parlé qui n'est pas encore arrivé au Congo, mais on parle de beaucoup de projets, notamment ce fameux projet de l'Obito, et que la RDC, l'Angola, je crois la Tanzanie, la Zambie, la Zambie, et les trois pays se sont rencontrés il n'y a pas longtemps avec l'ancien président Joe Biden pour parler justement en Angola de ce projet. Et on parle au-delà de 5 milliards d'investissements. Et la RDC attend quoi justement de ce projet? Qu'est-ce que ça doit changer dans notre configuration économique? D'autant plus qu'on sait qu'il y a déjà les Chinois qui exportent, comme on dit, et qui évacuent quand même à travers des ports de la sous-région, notamment Mombasa et consorts. Au-delà, et ça c'est une question, peut-être qu'il faut un numéro spécialisé pour en parler. Je crois que c'est toujours important de prendre les choses avec recul pour voir un peu les arcanes, comment tout cela se passe. Au-delà des Américains, des Chinois et de pays cités, n'oubliez pas aussi l'Afrique du Sud, qui est un pays je ne sais pas, l'Afrique du Sud se présente comme notre deuxième métropole. Ça, c'est un élément important. Parce que pour les Sud-Africains, il faut que les minéraux congolais ne sortent pas le Katanga vers l'Afrique australe. Et comme vous voyez, quand on construit ce jour le corridor de l'Obito, c'est pour dire les minéraux qui sortent de la Zambie, de la RDC, sortent par l'Angola, l'océan Atlantique. Et ça, c'est la gestion des corridors. Est-ce que le Congo se retrouve dans ce projet? La question à se poser, est-ce que c'est le Congo qui a initié ce projet-là? Et quand j'ai lu, je suis en train de lire un texte d'un collègue, il m'excusera certainement pour divulguer ces informations-là. Quand j'ai lu les documents, le Congo apparaît comme un pays transit, où on va prendre les minéraux de la Zambie, et une partie au Lualaba, et puis les évacuer vers l'Obito, vers l'Angola. Mais le Congo aurait dû, dans cet accord-là, poser la problématique de la transformation économique dans ces corridors pour la croissance économique. Regardez un peu ce que le Belge avait fait ici, parce que c'est un ancien projet, au fait, depuis l'époque coloniale. Et à ce jour, depuis l'époque coloniale, les Chinois ont réhabilité en Angola, et les Américains veulent aussi mettre des moyens pour que ces chemins de fer soient opérationnels depuis la Zambie jusqu'en Angola, en passant par la RDC. Mais une fois de plus, la RDC n'a pas une politique nationale de gestion des corridors, de gestion des logistiques, de gestion de production. Et quand nous avons participé à ces pourparlers, je sais que les débats, les discussions sont encore en cours, mais il faut insister, les gens qui participent aux discussions, sur la nécessité de transformer ces minéraux là au Congo. Sinon, le Congo va demeurer un pays transit qui ne va pas se retrouver encore une fois dans ce corridor et disputé entre Angolais, Sud-Africains et Chinois, Américains. Bon, la RDC, c'est son problème aussi, c'est celui de l'évacuation de ces minéraux, justement. Est-ce que du fait que ces corridors soient déjà une idée qui est déjà presque lancée, on craignait par moment quand Donald Trump est revenu au pouvoir, il avait menacé justement de rompre tout le projet, notamment USAID, beaucoup de projets de financement. Il a dit avec son département d'efficacité gouvernementale dirigé par le milliardaire Elon Musk, on a dit qu'on devait suspendre tout ce projet, mais finalement le projet est maintenu.
et que la RDC attend notamment la création de 2 emplois et le désenclavement de sa partie sud. Est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose qui peut quand même contrebalancer ce que nous voyons aujourd'hui en termes d'influence chinoise? C'est déjà quelque chose. Mais nous, comme une fois de plus, comme c'était le cas entre les États-Unis et l'Union soviétique, comme disait le professeur Biyoya, paix à son âme, l'Union soviétique n'était pas l'ennemi du Congo. Si l'Amérique est contre l'Union soviétique, le problème du Congo est à quel niveau? Si la Chine et les États-Unis sont en compétition, notre problème en tant qu'État est à quel niveau? Oui, le fait qu'il y ait un corridor, les Américains vont mettre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a une opinion qui dit, il y a des rapports qui sont publiés, qui dit que la Chine est tentée d'innover aujourd'hui. La Chine a pris la place en Afrique parce que l'Amérique a laissé faire, s'est laissé faire en Afrique. L'Amérique est sortie et donc en ce moment il faut retourner. Mais l'Amérique est déjà là. Il y a MCC, Millennium Challenge Corporation, il y a African Command, il y a tous les programmes tels que déclinés par les États-Unis ici en Afrique pour contenir justement l'influence chinoise. Mais ce que je dis, nous devons tirer profit de ces investissements dans notre partie sud. Il nous faut une politique nationale de gestion des corridors qu'on doit en principe intégrer dans notre planification industrielle. Nous avons des zones économiques aujourd'hui spéciales, Maluku, Kolwezi, ainsi de suite. Il faut qu'on les intègre dans une politique de gestion des corridors, gestion des transits, gestion de la logistique. Sinon, nous demeurons un pays échangeur où on ne collecte que quelques impôts et si tant est que l'on déclare, comme on a tendance souvent à le faire, les accords, on dit non, il y a exonération, mais le Congo ne va rien gagner. Il faut que dans cet accord-là, qui va aboutir sur le corridor de l'Obito, que le Congo pose le problème de la transformation pour la croissance économique de notre pays. C'est le plus grand avantage que le Congo est capable de tirer dans ce dossier de corridor de l'Obito. Voilà, à moins que vous ayez le dernier mot, professeur, je considère qu'on a largement échangé sur cette question. Vous qui nous suivez depuis chez vous, vous avez compris comment les relations internationales se structurent autour du Congo et la RDC, qui est toujours un pays ouvert au monde grâce à sa doctrine diplomatique. La RDC qui est devenue aussi, qui demeure jusqu'aujourd'hui, à chaque période de l'histoire, la RDC continue à être ces pivots, continue à être ce qu'on appellerait, c'est ce pilier justement de relations internationales en termes de géopolitique et, grâce à ces ressources naturelles dont on ne capitalise pas pour l'instant, peut-être, mais pas assez, selon les spécialistes, et qui estiment aujourd'hui que la RDC doit devoir reformer encore sa stratégie diplomatique, sa politique diplomatique pour se repositionner dans le monde, et en faisant quoi et comment avec nos minéraux. Évidemment, peut-être c'est le dernier mot, le Congo est un pays indépendant. Parmi ses principes diplomatiques ou ses principes de politique étrangère, il y a entre autres l'ouverture au monde. Et c'est un levier qui donne au Congo la possibilité de diversifier ses relations internationales, ses relations économiques, que ce soit avec les États-Unis, les pays européens, la Chine, ainsi de suite. Le Congo est un dépositaire de minéraux prisés aujourd'hui à l'international. Il faut que le Congo intègre toutes les négociations allant dans les sons des minéraux dans sa planification globale de développement. Et cette planification doit être à long terme. Sinon, le Congo va toujours concéder les minéraux pour les infrastructures. À la fin, on se rend compte qu'il n'y a rien. Les minéraux pour la paix, à la fin, on se rend compte qu'il n'y a rien. C'est parce qu'à la fois, nous n'avons pas, jusqu'à ce jour, une planification à long terme de développement, mais aussi, nous sommes devenus une stagnation politique. Et donc, tout effort des changements, toute personne amoureuse du Congo et qui voudrait changer les choses dans ce pays devrait travailler pour qu'il y ait des institutions fortes. Éviter des situations permanentes qui fragilisent les institutions politiques.
Et ça, une fois qu'on aura réussi, le Congo va devenir le véritable État pivot de l'Afrique centrale et une puissance pour l'Afrique et donc pour le monde. Merci beaucoup, professeur Georges Olemanou, pour votre intervention. Personne, vous avez compris justement qu'il s'agissait de parler avec le professeur la place de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, notamment avec cette question comment la RDC va s'y prendre dans ce que nous appelons aujourd'hui les deals. On parle de deal, mais c'est un partenariat en vue entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, et comment la Chine, qui est le premier partenaire de la République démocratique du Congo dans les secteurs miniers et commercial, comment elle va devoir s'y prendre. Vous avez suivi toutes les explications et tous les éclairages du professeur Georges Olemanou, qui est docteur en relations internationales, ancien étudiant de l'Université des Affaires étrangères de Chine, actuellement professeur de relations internationales à l'Université de Kinshasa. Il est également professeur à l'Université officielle de Mbujimayi, professeur à l'Université de Kisangani et chercheur associé au Centre de relations de recherche en sciences humaines, auteur de plusieurs livres sur la RDC, les États-Unis et le Congo. On se retrouve très prochainement, à très bientôt plutôt, pour un nouveau numéro de votre émission Géopolitique. Merci beaucoup à Géopolis pour les moyens techniques et la disponibilité des techniciens que je remercie qui sont de l'autre côté. Merci, à très bientôt. On se retrouve. Merci beaucoup.